À Saïgon, devenu Ho Chi Minh Ville, les demoiselles portent des jolis chapeaux et les bicyclettes sont en état de marche. Au début, on se dit qu'il y a ici plus d'opulence, plus de gaieté, plus de liberté. Mais c'est une illusion. À Saïgon, tout le monde trafique de tout. Sur le trottoir, le dollar et tout ce qu'il permet d'acheter dans les magasins pour étrangers est roi. Cela hérisse les gens d'Hanoï qui rêvent de rendre socialiste Ho Chi Minh Ville. Mais Ho Chi Minh Ville ne veut pas être entraîné dans le naufrage du Vietnam, dont les réserves en devises sont égales à zéro, dont les rares usines tournent à 40% de leur potentiel, faute de pièces et de matières premières, où 30% de la population active est au chômage et où les prix ont grimpé de 327% en 9 mois. Et ce policier n'est là que pour nous empêcher de filmer, pas pour les empêcher de trafiquer. Le dogme, c'est bien, récupérer des devises, c'est mieux. Le comité populaire de la ville a obtenu sa décentralisation financière et la libre disposition des devises qu'il gagne. Et il n'a pas hésité à faire appel aux anciens banquiers et industriels locaux. Souvent d'origine chinoise, portant cravate et complet veston, ce sont des businessmen qui inspirent confiance à Cholon, le quartier chinois de Saïgon, mais aussi à Hong Kong et à Singapour. Ils sont capables de faire entrer des devises. La société Ficomex, c'est une société d'économie mixte de la ville destinée à importer les matières premières pour ravitailler les entreprises industrielles et les entreprises artisanales de la ville. En contrepartie, nous avons exporté les produits agricoles, les produits forestiers, les produits de la mer et de la rivière et les produits artisanaux. Et nous avons fait cette année un plan de 10 millions De combien de millions? 10 millions US dollars. 10 millions de dollars américains, oui. Américains pour l'importation et 10 millions de dollars pour l'exportation. Et est-ce que vous pensez avoir atteint cet objectif et avoir équilibré cette balance? Nous sommes sûrs de réaliser cet objectif. Le capital social a été prévu pour 60 millions de dong. 60 millions de dong, oui. 60 millions de dong. Nous avons cherché ce capital dans la population, c'est-à-dire dans les industriels et les commerçants. En plus de ça, les petits épargnants comme les fonctionnaires des commerces. Et nous avons traîné jusqu'à ce jour 30 millions. Monsieur Din Sang, dans ce pays qui est un pays très pauvre, qui a été bouleversé par des événements extrêmement dramatiques, comment avez-vous réussi à faire venir, de la part des petits épargnants, 30 millions de dong? Comment avez-vous réussi? Nous avons inspiré de la confiance de la population. C'est pour cela que nous avons rémunéré cette confiance à cette population. Il y a peu d'endroits où le mot commerce parallèle est autant son sens qu'ici. On trouve de tout sur les trottoirs de Saïgon. D'où et comment vient la marchandise? De Thaïlande en contrebande sans doute, mais surtout des colis envoyés à leurs parents par les 7 ou 800 000 Vietnamiens réfugiés à l'extérieur. Chaque mois, il arrive 300 tonnes de colis à l'aérodrome de Tan Son Nhut.
300 tonnes de colis qui payent la douane sont vendus et revendus des dizaines de fois en acquittant la patente ou en ne l'acquittant pas. C'est plus du trafic que du commerce, mais ça génère de l'argent, ça occupe les chômeurs, et inconsciemment c'est une forme de résistance au désespoir et à Hanoï. Combien de temps les dirigeants d'Hanoï, dont la génération a été sacrifiée à la guerre, toléreront-ils ces manquements au dogme? Les pragmatiques l'emporteront-ils sur les dogmatiques? Saigon entraînera-t-elle finalement le Vietnam dans une restauration mercantile comme Deng Xiaoping en amorce une en Chine? Il est trop tôt pour répondre. C'est un coup à suivre. Mais il n'y a pas que du trafic à Ho Chi Minh Ville, il y a aussi du commerce et presque de l'industrie. Au fin fond de Cholon, la jumelle chinoise de Saigon, au-delà du pont en Y, on nous a fait visiter une usine. Viet Long, le dragon vietnamien, tourne 16 heures par jour, 6 jours par semaine. 317 ouvrières, qui travaillent en 2 équipes. Payées au rendement, elles peuvent gagner jusqu'à 800 dong par mois. Viet Long traite à la main 90 tonnes de crevettes décortiquées par mois, entièrement exportées à 5 $ le kilo vers le Japon, Hong Kong et Singapour. Cette usine de crevettes de Viet Long appartient à moi avant la libération. Et après la libération, j'ai fait don cette usine à l'État. C'est un don volontaire ou ça a été un don forcé? Non, c'est un don volontaire. Vraiment? Vraiment. C'est un changement considérable pour moi après la libération. Vous avez perdu beaucoup de choses, non, j'imagine? C'est ça, c'est la vérité. Cependant, pour compenser aux dépenses de ma famille, ma femme doit s'occuper de la gestion d'un petit restaurant à Saigon. Revenons à cette usine de crevettes. Il y a dû y avoir une énorme différence tout de suite après la libération entre la gestion d'un entrepreneur privé particulier comme vous et la gestion de l'État. Franchement parler, au début du changement de gestion, il y a beaucoup de choses à regretter. Cependant, à ce moment, la gestion est bonne. Bénéficiaire? Bénéficiaire aussi. Est-ce qu'au moment de la libération, vous avez eu la tentation de vous en aller, d'essayer de vous en aller? Jamais. Nous n'avons pas l'intention d'en aller. Pendant la libération, j'ai avec nous 9 bateaux de pêche et tout. Cependant, je préfère de rester ici avec mes compatriotes. Oui, donc au moment de la libération, vous aviez toutes les possibilités de filer, de vous en aller avec un bateau. Oui, oui. Et encore maintenant, on parle toujours de boat people. Vous auriez plus de facilité pour vous en aller que d'autres. Encore maintenant, si vous le vouliez. Non, non, nous ne voulions pas ça. Maintenant, si nous voulons partir, le gouvernement nous donnera la permission. Partir. Depuis 1976, on a enregistré 520 000 boat people arrivés à bon port. Et ici, les prisons sont pleines d'autres boat people malchanceux.
Mais les plus déshérités peut-être, ce sont ceux-là, les enfants métis des soldats américains. Leurs différences sautent aux yeux. Ils gênent tout le monde et ils sont rejetés par tous. Alors ils s'accrochent aux étrangers et vendent des cacahuètes sur le trottoir à un dong le paquet. Et plus malheureux encore, il y a tous les Vietnamiens qui sont enfermés dans des camps de rééducation depuis 7 ans, sans avoir été jugés ni même inculpés. Amnesty International n'a jamais pu obtenir un chiffre. Ils sont sûrement plusieurs dizaines de milliers et peut-être plusieurs centaines de milliers. Nous voulions filmer dans un camp de rééducation. À la place, on nous a proposé le général Nguyen Hun Han, ancien général de l'armée sud-vietnamienne. C'est lui qui a donné l'ordre aux sudistes de déposer les armes le 30 avril 1975 à 9h30. En Occident, on dirait qu'il a tourné kazakh, mais avait-il vraiment la possibilité de nous fournir d'autres réponses et de tenir un autre langage? La plupart de vos anciens compagnons et de vos anciens subordonnés sont encore dans des camps de rééducation. Vous n'avez jamais été inquiété? Thì điều đó không làm bác lo ngại hay sao? Bởi vì chúng tôi là những người đã cầm súng. Nous avons tenu des armes contre la bonne cause. C'est pourquoi, après la libération, alors nous pensions qu'il faudrait laisser à l'État de nous donner un enseignement. Một số anh em đã học tập ở tại chỗ và một số khác thì đã học tập tập trung. Certains de mes frères avaient suivi un cours de rééducation sur place, d'autres sont obligés d'aller dans des camps. Parmi ceux qui étaient dans des camps, beaucoup sont revenus vivre normalement. Certains sont de hauts officiers. Est-ce qu'il vous arrive de les rencontrer et est-ce qu'il n'y a pas une gêne entre vous et eux? Tức là giờ các bác có bao giờ gặp họ không? Và giữa bác và họ thì có cái sự không thoải mái nào không? Đối với những người đã về rồi đó thì tôi thường gặp thì cũng vẫn tốt, bạn bè tốt. Je les ai rencontrés souvent et entre nous, il n'y avait presque rien. C'est-à-dire que nous avons toujours de bonnes relations. Đối với những người học tập cải tạo mà còn trong tại tập trung thì tôi thỉnh thoảng có gặp. Et j'ai même parfois rencontré des amis qui sont encore dans des camps. Và tôi cũng đã cho họ hiểu cái chính sách của nhà nước hiện tại. Et je leur ai fait comprendre la politique actuelle du gouvernement. Vous semblez justifier la politique des camps de rééducation. Như thế này, cái chính sách chung đấy thì rất đúng, bởi vì anh em đã có lỗi thì phải tìm cách để mà cho anh em hiểu cái lỗi của mình. La politique dans l'essentiel est juste. Vì mỗi một khi mình có lỗi thì để mà tìm hiểu cái lỗi của mình thì cái đó rất cần. Parce que une fois qu'on a commis une faute, il faudrait essayer de comprendre cette faute. Nhưng mà cái chính sách của nhà nước hiện hữu đó là khi ở trong trại tập trung. Dans les centres de rééducation, quand on a une bonne conduite, qu'on a bien étudié, alors on pourrait revenir vivre normalement. Vous avez parlé de fautes. Vous avez dit qu'il faut leur expliquer les fautes qu'ils ont commises. Quelles sont ces fautes à votre avis? Quelles sont vos fautes à vous, puisque vous étiez leur chef? Theo bác như thế, đó là những cái lỗi nào? Tại vì đó cũng chính là lỗi của bác, tại vì bác là chỉ huy của họ. Đúng như thế. La faute que nous avons commise et que nous l'avouons maintenant, c'est que nous avons lutté contre la révolution. Et ce faisant, nous avons retardé en quelque sorte la libération de la patrie. Vous n'avez jamais eu la tentation de quitter le Vietnam, soit à l'époque de 75, soit maintenant? Các anh biết rằng Vous devez savoir que moi, j'ai les moyens
de quitter le pays avec ma famille. Nhưng mà chúng tôi nhất định ở lại. Nous sommes décidés de rester au Vietnam pour servir le pays dans n'importe quelle circonstance. Pour tenter de dégorger la ville et de défricher la campagne, les autorités cherchent à envoyer les gens dans les nouvelles zones économiques. Ces zones sont souvent un échec. Mais cette zone-ci, qui s'appelle Hanha, fonctionne. 244 familles y sont implantées avec 617 enfants. Et parmi elles, la famille de Thuc Binh, 40 ans, 6 enfants. Il était militaire dans l'armée du Sud-Vietnam. À ce titre, il a été rééduqué, ballotté, clochardisé. Privé du Ho Cao, le livret familial délivré par la police, il était du même coup dans l'impossibilité de trouver un logement, un travail, d'envoyer ses enfants à l'école ou à l'hôpital, de toucher les rations alimentaires. Lui et les siens étaient devenus les âmes mortes du nouveau régime. Trước đây thì bác sống ở đâu? Trước đây thì tôi sống ở Sài Gòn, ở Hà Sài Gòn. Auparavant, j'habite à Saigon, sur les trottoirs, dans le 12e arrondissement. Et je vois que mes enfants ne peuvent pas recevoir d'instruction parce qu'il n'y a pas de Ho Cao. Leur avenir est trop sombre et pour trouver du travail, c'est trop difficile. Bác lên đây là tình nguyện. Aussi, je me suis porté volontaire pour venir dans cette nouvelle zone économique. On m'a donné une maison. Trước khi mà bác sống ở trên vỉa hè đó thì bác làm nghề gì? J'ai vécu sur les trottoirs de Saigon parce que, en 1975, après la libération, ma famille a quitté Da Nang pour aller à Binh Thuy. À Binh Thuy, la terre et les champs sont trop desséchés, alors nous perdons nos récoltes. Alors, je suis allé à la nouvelle zone économique de Bac Luong. Là-bas, la forêt est pleine d'esprit. Je suis donc parti dans la 4e zone, mais là-bas, l'eau est trop jeune. C'est très difficile à vivre. Alors, je suis retourné sur les trottoirs de Saigon et je cherche du travail tous les jours. En plus, les enfants n'ont pas l'instruction. Il n'y a pas le Ho Trước đây Cao. thì bác đã sống nó cảm thấy là khó khăn. Nhưng mà bây giờ đó thì khi bác về đây rồi thì bác cảm thấy là đời sống của bác có thể tốt hơn được phải không? Vâng, bước đầu thì tôi mới đến đây thì thấy khó khăn. Ici, Nhưng mà au lúc début, khó khăn đó thì có nhà je nước trouvais la vie très difficile. Actuellement, ma vie s'améliore. Et dans le futur, peut-être, je peux continuer à vivre ici de cette façon. Depuis 4 mois, il est charpentier ici. On lui a alloué, comme à chacun, une maison de 38 mètres carrés, un jardin de 1000 mètres carrés, et la nourriture lui est assurée pour 6 mois. Plus de 100 familles comme celle de Thuc Binh attendent leur tour pour être acceptées ici. Cette région interdite pendant toute la guerre par l'aviation américaine était devenue un désert. Aujourd'hui, une coopérative peut y vivre en combinant la culture de la canne avec des activités industrielles, papeterie, sucrerie, fabrique d'alcool et gnoc mam. Ici, des familles errantes touchent enfin au port. Que ces dernières images soient une note d'espoir. Il faut de l'espoir pour vivre, et au Vietnam, un peu plus que nulle part ailleurs.